Or, il faut de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut aider les entreprises à créer ces emplois. Et je suis sûr que cet artiste paraguayen trouvera enfin un emploi, parce que le pauvre, il travaille très dur, il est tout seul, pour faire vivre une famille de 8 à 9 personnes. Voilà. Ça vous convient comme réponse? Ce que disait Mehdi, il disait si dans une négociation sur les 4 points, les cotaxes, sur le bien polluant, ce qu'on retiendra dans une négociation maintenant avec l'État, on retiendra la défiscalisation, puis le reste, on défiscalisera, mais... Sauf que personne ne pourra le faire tant qu'ils ne trouveront pas un prélèvement compensateur, puisque ça finance la protection sociale. Donc, si on vient me voir, on me dit « Ouais, je suis pour la... » Bravo, je suis d'accord, on le fait. Mais attention, pourquoi faire? Si tu te sers de ces sous pour développer des technologies durables, tu peux partir l'âme tranquille. Si c'est pour produire des technologies qui nuisent à ma santé, il faudra que tu payes. Oui. Par rapport à la défiscalisation de l'emploi, j'ai une question. Une bonne partie, l'ensemble de votre raisonnement repose sur l'idée du recyclage des déchets. Récupération et réutilisation des déchets. Voilà. Or, une bonne partie de l'économie ne repose pas sur la transformation de matières premières en objets raffinés. Qu'est-ce qu'on fait des emplois, par exemple du tertiaire, qui ne consistent pas à transformer de la matière? Est-ce qu'on les défiscalise aussi? Est-ce que le problème ne devient pas plus complexe à partir du moment où on ne peut pas appliquer peut-être la même fiscalité à ces emplois par rapport à des emplois de l'économie? Là, on rentre dans les modalités techniques. Le principe est d'éco-imposer les activités qui fabriquent des biens polluants, au sens où je le définis. Maintenant, il faut rentrer dans les détails. Il faut voir de quel polluant il s'agit. Est-ce que vous croyez, je sais pas, défiscaliser, ça veut dire un peu mettre en place des mécanismes qui sont justes, applicables à tout le monde? C'est un principe équitable qui consiste en fait, vous l'avez, j'ai pas dit le mot, mais j'aurais voulu que quelqu'un le dise, à rendre informelle l'économie tout entière. Plus de marché noir, plus d'économie clandestine, plus d'économie informelle. C'est extraordinaire ça. Vous vous rendez compte de l'argent qu'on va gagner? La société va gagner plein d'argent. Pas autant que les montants des cotisations patronales supprimées, mais on gagne plein d'argent. Moins de contrôle fiscal et machin et trucs. Mais vous vous rendez compte le temps qu'on gagne? Pensez-y. Ah, pardon? Alors, ça c'est... Je suis content que vous faites cette remarque. Non, mais vous défiscalisez en partie. On sait bien que dans les charges, dans les charges des entreprises en général, on cumule les charges salariales et patronales, comme ça c'est un petit problème. D'autre part, vous déstabilisez un système qui marche mal mais qui marche par un autre système où vous n'êtes absolument pas sûr qu'il va fonctionner. Alors, donc c'est un risque social à ne pas prendre selon moi. Alors, je suis très content de votre intervention. Parce que oui, mais en plus c'est juste, il faut en tenir compte. J'ai bien pris soin de dire que ce sont les directions qui sont à prendre. Et on ne peut faire quelque chose, atteindre un objectif, que si on connaît les directions à prendre. Ça ne veut pas dire que cette direction est à mettre en œuvre demain. Cette direction doit être mise en œuvre de manière progressive et dans le cadre d'une stratégie globale. Ce qui est sûr, et vous êtes d'accord avec moi, il faut libérer l'emploi. Bon, or, pour libérer l'emploi, il faut réduire les charges qui pèsent sur les entreprises. Vous êtes d'accord avec moi? Quelles sont les charges qui peuvent être réduites? Si ce n'est que je parle bien des cotisations patronales, pas les cotisations salariales. Bon, oui, bien sûr. Parce que si vous voulez, l'entreprise se comporte comme le percepteur. Exactement. Alors qu'en Allemagne ou dans les pays du Nord, il y a prélèvement à la source. Exactement. Donc, il faut aller plus loin sur les modalités de la mise en application de cette direction. Mais vous êtes d'accord avec moi, et tout le monde doit bien en prendre conscience, il n'y a pas d'autre solution pour libérer l'emploi que de libérer l'entreprise des charges, des trop lourdes charges qui pèsent sur elle. Les seules charges sur lesquelles on peut agir... Oui, pardon. Il y a un autre problème, c'est oui. qu'actuellement,
actuellement, la péréquation par rapport à la Sécu et aux retraites est en temps réel. Oui. On est tous ingénieurs, on sait très bien que le temps réel, quand il est bien conduit, évite les oscillations. Si vous faites un système sans création immédiate, ce qui va arriver automatiquement, premièrement, il est difficile de revenir en arrière. Supprimer une taxe, c'est presque impossible de revenir en arrière quelques années après si ça a été supprimé. Et deuxièmement, avec le temps de retard, vous créez forcément des oscillations de l'économie. Bon. Et cette fois-ci au niveau des charges fiscales. Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec vous, et c'est encore intéressant que vous ayez apporté cet exemple critique. Imaginons, pour simplifier, que l'on choisisse la quantité de CO2 émise par... Ah ben oui, on peut commencer par ça. On voulait inventer une taxe carbone, on a inventé le marché des droits pollués. On peut très bien inventer ce qu'on appellera l'éco-impôt, parce que c'est à la source, pour les entreprises qui dépassent un certain seuil d'émissions de CO2 dans le plan de la fabrication. On peut commencer comme ça. Si on veut, on peut. Il faut simplement dire vers où on veut se diriger et puis aller doucement, doucement. J'ai une remarque que personne n'a faite. Je vais faire. Oui. Supposons que le système fonctionne dans 20 ans, 30 ans, etc. Ben, une fois que les biens polluants auront disparu, il n'y aura plus d'éco-impôt. Comment on fait pour financer les prélèvements sociaux, la protection sociale? C'est une question qui est revenue souvent lors des débats. Et là encore, c'est intéressant, la remarque que je vous rapporte, qui m'a été faite, parce que on voit très bien comment, pour rentrer dans l'ère de la durabilité, il faut en finir avec les moules et les normes de l'économie classique. En effet, une fois libérés des biens polluants, la santé se portera mieux, n'est-ce pas? Le traitement des pollutions environnementales fera très peu, aura des conséquences financières très négligeables. Et l'emploi, on sera au niveau du plein emploi. Je veux dire par là que on pourra à ce moment-là penser à un autre prélèvement, mais en fonction des objectifs, de la situation concrète, etc., etc. Un autre prélèvement qui permettra de se substituer à l'éco-impôt. Sauf que ce nouveau prélèvement se fera dans une conjoncture économique totalement différente. Plein emploi et puis santé de l'homme et de la nature en bien meilleur état. Pourquoi j'ai besoin de parler de cet exemple-là? Parce que jusqu'à maintenant, l'économie classique, quelles que soient ses variantes, nous ont fait croire qu'il y avait des lois, des règles à suivre, à respecter de manière mécanique. Or, dans la durabilité, nous avons besoin de nous adapter à des contextes qui sont incertains, à des contextes qui sont même instables. Par là même, on doit nous-mêmes adopter des politiques économiques qui s'adaptent aux situations elles-mêmes incertaines. Ça s'appelle la gestion globale du risque, mais c'est un tout autre sujet. Voilà.